Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire des Juifs du RSS. Ces milliers de Juifs qui, après la guerre et pendant toute la durée de la guerre froide, furent interdits de quitter l'Union soviétique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Victoria Géraud-Velmont. Bonjour Victoria. Bonjour. Vous êtes tout juste diplômée de Sciences Po et surtout vous êtes la réalisatrice d'un podcast à la rencontre des Juifs du RSS. Pour commencer, quelle était la situation des Juifs en URSS ? C'était assez catastrophique. Parce que depuis la Révolution, même s'ils étaient considérés comme des citoyens soviétiques à part entière, même si leurs droits culturels, religieux étaient sur le papier acceptés, officiellement ils avaient le droit de pratiquer leur religion ou de pratiquer leur culture juive, que ce soit l'apprentissage du yiddish ou d'autres célébrations juives. Mais dans les faits, ils étaient restreints dans leur application des célébrations juives. Qu'est-ce qui provoquait cette volonté farouche de quitter le pays pour eux ? Tout ce que vous venez d'expliquer ? Exactement, tout ce que je viens d'expliquer les conduisait à vouloir quitter le pays. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, ils voulaient aussi quitter le pays. Alors il y en avait une partie qui voulait quitter le pays pour rejoindre Israël, parce que au moment de la guerre froide, Israël existe déjà. Et là, ils veulent aller en Israël, apprendre l'hébreu, participer à ce projet sioniste. Et aussi parce que, en fait, en URSS, il y avait quelque chose qui disait il y avait une loi qui disait que le regroupement familial était autorisé. Et beaucoup voulaient rejoindre de la famille, notamment en Israël. Et c'était leur seule possibilité de aller en Israël, de partir d'un régime contraint, d'un régime dans lequel ils n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion. Donc il y avait ces deux pendants qui leur donnaient envie de partir. À la fois ces restrictions, mais aussi la volonté d'aller en Israël. Le premier épisode de votre podcast, on entend votre mère. Oui. C'est elle qui suscite votre curiosité sur cette histoire, c'est-à-dire que c'est pour vous sentir davantage proche d'elle que vous êtes rentré dans ce travail de recherche ? Alors, j'ai toujours été très proche d'elle et on a toujours mis en commun cet amour du militantisme, de l'engagement. La culture des mouvements de jeunesse dans ma famille est très présente. Et en fait, j'étais surtout très intriguée et j'avais l'impression que ma mère était une agent secrète. Je connaissais dans mon imaginaire collectif, dans l'imaginaire collectif et dans mon imaginaire personnel, j'imaginais l'URSS comme un pays autoritaire dans lequel c'est compliqué d'aller. Et là, elle me racontait qu'elle y avait été et elle avait aidé des Juifs clandestinement. Donc pour moi, j'idéalisais ma mère comme agent secrète, voilà. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à cette histoire et que je la forçais à me raconter à nouveau ces anecdotes en URSS. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je ferais quelque chose dessus. À partir des années 70, il y a des mouvements dans le monde entier qui se créent pour protester contre les persécutions dont sont victimes les Juifs en Union soviétique. Quand sont créés ces mouvements en France ? En France, les premières mobilisations, c'est le début des années 70, oui. Par la volonté d'attirer l'attention des autorités à la fois soviétiques, mais aussi françaises, pour que le gouvernement français se mobilise sur la question et agisse. Mais il y avait aussi des mouvements tout à fait militants sur le terrain, des manifestations, des grèves de la faim et des voyages en URSS. Et c'est ce que je raconte par l'histoire de ma mère, qui, elle, est allée en URSS à l'été 1980, pendant les Jeux Olympiques de Moscou. Mais ça, c'était vraiment l'acte militant premier, en fait, d'aller sur place, rencontrer des Juifs soviétiques et leur dire à la fois on est avec vous, on pense à vous et on va vous aider, et aussi leur transmettre ce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir, donc tout ce qui est objets religieux, livres,
mais aussi des dictionnaires hébreux, russes ou russe-hébreu. Et leur dire aussi, voilà, on va prendre vos adresses, on va prendre vos noms et on va trouver des solutions pour que vous puissiez partir du pays. Oui, incroyable. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle les militants voyageurs. Oui, c'est ce que j'ai appelé les militants voyageurs, exactement. There are two sorts of medicine. You have the brufen for your back, and I have 4 boxes of Rumalon. Pour sa femme Batsheva, le passage de Vigne, c'est le rêve de l'Occident, devenu réalité le temps d'une visite. C'est extraordinaire. C'est vraiment, moi, les personnes que j'ai rencontrées, elles étaient très humbles dans leur manière de me présenter leur engagement, en me disant, mais en fait, on ne réfléchissait même pas. On voulait y aller parce qu'on ne voulait pas se sentir abandonné comme on l'a été pendant la guerre. Et nous, on aidera les Juifs soviétiques, quoi qu'il en soit. Il n'y avait pas de questionnement. Ma mère, par exemple, et son premier mari n'ont pas hésité une seule seconde. Leurs parents les ont aidés à coudre des poches dans leur manteau. Ils ont participé, même eux, à cet engagement-là. C'était vraiment... on ne réfléchissait pas, en fait. Et leur mission, c'est donc de leur donner des dictionnaires pour comprendre la langue hébraïque. Quelles sont les autres missions? Il y en a d'autres? Ça pouvait être tout simplement des perruques pour les femmes qui voulaient se marier et qui voulaient avoir du coup une vie religieuse. Ça pouvait être des livres comme l'Exodus, qui était complètement interdit en Union soviétique. Ça pouvait être des Magen David, des chandeliers, tout ce qui était banni, tout ce qui était très difficile de se procurer. Parce qu'en fait, ça existait en Union soviétique. Il y avait du trafic de ce genre de matériel, de symboles, mais c'était très compliqué de faire tourner. Il y avait tellement de juifs aussi en Union soviétique, c'était compliqué. Même les réseaux avaient du mal à se former parce qu'ils étaient tout le temps sur écoute. Mais ces gens-là, donc ces militants voyageurs, ils prenaient des risques énormes en fait. Bah oui. Ils étaient suivis, ils étaient mis sur écoute. Ils étaient interviewés par le KGB, ils étaient fouillés. Il fallait élaborer des techniques pour faire passer ces objets-là, quoi qu'il en coûte. Et puis, ils étaient bien préparés aussi. Et votre maman vous a raconté ça? Ah oui. Mais c'était ce que je préférais de ce qu'elle me racontait parce que vraiment, elle m'expliquait que... Alors, elle est assez petite et elle me racontait qu'elle avait un impair qui descendait jusqu'à ses chevilles et que dans tout l'impair, à l'intérieur, il y avait des poches cousues pour cacher des livres ou des objets ou des cassettes aussi avec les chants juifs notamment. Et donc, c'était très lourd. Et elle y allait en été avec des manteaux qui étaient énormes pour l'été. Et c'était très lourd. Et en fait, ils cachaient rien dans les valises, ils cachaient tout sur eux. Parce que c'était la manière la plus discrète pour faire passer les choses, parce que les valises étaient automatiquement fouillées. Et donc même quand certaines personnes ramenaient des perruques, par exemple, il fallait avoir des bonnes excuses pour expliquer aux autorités pourquoi, si elles étaient blondes, pourquoi elles avaient une perruque brune. Et en général, ce qui marchait le mieux, c'était de s'énerver tout de suite, de passer pour le touriste un peu naïf, qui dit moi je sais pas, j'ai envie de pouvoir me changer, j'ai envie de pouvoir lire ce que je veux, donc voilà. Et il s'énervait et c'est comme ça qu'il mettait à bout les autorités et qu'on les laissait passer. C'est extraordinaire, c'est fou que ce soit aussi méconnu en fait. Oui, c'est dingue parce que moi je connaissais cette histoire depuis très longtemps. Mais je ne connaissais pas toute l'envergure de cette mobilisation. En réalité, pendant longtemps, je pensais que ma mère était un peu la seule à avoir fait ça avec son mouvement de jeunesse, mais pas forcément une mobilisation d'une telle ampleur. En tout, il y aurait plus de 6000 personnes qui se sont rendues en Union soviétique quand même. Donc c'est énorme. Et en fait, c'est en rencontrant ces militants-là que je me suis rendu compte de cette envergure-là. Et il me disait, en fait, on ne pouvait pas tout dire. Comme on allait en Union soviétique
pour aider clandestinement des Juifs, on ne le disait pas, on rentrait, on ne disait pas ce qu'on avait fait en Union soviétique. Soit on disait qu'on avait fait du tourisme simple, soit on ne disait même pas qu'on avait fait ce voyage. C'était pas à notre époque avec les réseaux sociaux ou avec des moyens de communication beaucoup plus faciles. Si on voulait cacher un voyage en URSS, c'était possible. Mais qui a pu monter quelque chose d'aussi incroyable? Alors, ce que je raconte dans le podcast, ce que je découvre même, c'est qu'en fait, les premières personnes qui ont permis cette mobilisation, ce sont les Israéliens. Et donc, il y a des anciens soviétiques notamment, des juifs russes, des juifs ukrainiens qui étaient déjà en Israël, qui avaient participé aux Aliyot et qui avaient fondé Israël, qui se sont dit, bon, on va agir, on va aller les rencontrer, savoir si... mesurer en fait leur degré de sionisme, leur degré de judaïsme, et ils sont allés les rencontrer. Après, il y a eu des complications, il y a eu la guerre des 6 jours en 67 qui a fait que les relations diplomatiques ont été rompues entre l'Union soviétique et Israël, et donc il a fallu trouver d'autres canaux pour avoir accès à ces juifs. Et les Israéliens ont eu la très bonne idée d'utiliser les juifs de diaspora et d'infuser ce militantisme dans différents réseaux. Aux États-Unis, c'est passé par les lobbies, parce que c'est une culture du lobbyisme qui est très puissante. Et en France, c'est passé par les mouvements de jeunesse. Quand est-ce que les Juifs ont pu quitter l'URSS Alors, il y a eu des premiers départs déjà dans les années 70 où on accordait des visas grâce justement à ce regroupement familial. On accordait des visas vers Israël et de prouver d'une certaine manière que c'était de la famille en Union soviétique et qu'ils pouvaient les rejoindre. Même si c'était pas s'il n'y avait aucun lien de parenté, c'était pas grave. L'important, c'était d'établir ce lien de parenté, même de manière fictive, pour que les Juifs puissent partir. Après, il y a eu les années 80 ont été un peu plus compliquées. Les rapports entre l'Union soviétique et la communauté internationale se sont empirés. Donc, il y a eu une fermeture des frontières. Et ensuite, à partir des années 87, à partir de 87, il y a eu des départs massifs. Et après, il y a eu la libération de l'Union soviétique, et donc des Juifs qui ont pu partir. Et là, ils allaient soit en Europe ou aux États-Unis, au Canada, soit en Israël. Et aujourd'hui encore, il y a une demande de passeport israélien de la part de la communauté russe, qui est la plus grande du monde. Exactement. Comme quoi, ça se répète. Et ceux qui ne sont pas partis à l'époque, veulent partir maintenant. Militants voyageurs. Voilà une vocation d'héroïsme qu'on apprend grâce à vous ce matin. Et en fait, comme tout ce que nous instruit la tradition juive, c'est une énorme déclaration d'amour de votre part par rapport à ce qu'a fait votre maman. Oui. En fait, ça pourrait s'appeler « Ma mère, ce héros », votre podcast. Un petit peu, oui. C'est un peu ça. C'est parti de ça, en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations et toutes ces choses que moi-même j'ignorais, parce que je trouve que c'est très réconfortant de savoir qu'il y a des gens comme ça qui sont capables de risquer leur vie pour transmettre et pour donner du courage aux autres à garder et à soutenir leur identité et ce qu'ils sont. C'est des raids d'amour que j'appellerais ça, moi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.